Beklememiz çok güzel. Ekranlarınızda. Gölcük'te mahalleler yer yer çökmüş durumda, binalar tamamen çökmüş durumda. Ce jour-là, la terre ne s'est pas contentée de trembler. Elle a révélé le mal qui gangrène la société turque, la corruption. Ces immeubles, ces ponts n'ont pas résisté parce qu'ils avaient été construits au rabais. Ici, l'industrie du bâtiment blanchit l'argent sale, l'argent de la drogue. Toplandı mı arkadaşlar? Toplanın bakayım çocuklar. Mehmet Ali gelsinler. Uygulama usulüne uygun olsun. Herhangi bir pürüz olursa amirlerinize bildirin. Başlarında amirleriniz olacak. İnce bir arama yapın. Suç unsuru bulursanız da canlı bir uygulama olacak. Hadi bak. Cela s'appelle une descente de police. Une fois par mois, ce quartier chic du centre-ville d'Istanbul voit débarquer la brigade des stupéfiants. 63 policiers. Le chef de la brigade est là, et ses adjoints aussi. L'uniforme est de rigueur pour cette sortie où la fermeté le dispute à la courtoisie. Beyler hayırlı akşamlar. Narkotik. Şimdi kontrolü. Lütfen kimliklerinizi çıkartır mısınız? C'est la routine. Bar, restaurant, boîte de nuit, tout y passe. Ici, les policiers interrompent une partie de cartes entre retraités. Cocaïne, héroïne, hashish, ils cherchent tout ce qu'il est possible de trouver. Au passage, ils vérifient les cartes d'identité et les ports d'armes. Açabilir misiniz? Telefon kaldı. Efendim açın. Les policiers turcs soignent leur communication. Leur zèle n'a d'autre objectif que de faire oublier leur réputation de flics corrompus. Car le trafic de drogue, c'est ailleurs qu'il se joue, c'est ailleurs qu'il se combat. C'est une opération dissuasive. Parce que la vente de drogue, en gros, ne se fait pas ici apparemment. Ici, c'est plutôt les petits consommateurs. La vente de drogue en général ne se fait pas ici, en effet. Mais il est arrivé que nos collègues trouvent des petits dealers dans les rues de ce quartier. Bilan de l'opération, une prostituée suspectée d'avoir consommé de la drogue. Car cette nuit-là, la saisie se fait ailleurs. À la suite d'un renseignement, les policiers vont trouver 10 kilos d'héroïne dans une maison d'Istanbul. La Turquie. 70% de l'héroïne consommée en Europe y passe ou y est transformée. L'an dernier, les policiers en ont saisi 4 tonnes et selon le département d'État américain, il en passerait environ 6 tonnes par mois. La Turquie n'est pas un pays de consommation, mais un pays de transit. Le lendemain de la saisie, les 10 kilos d'héroïne sont déjà au laboratoire de la police pour analyse. 10 kilos d'héroïne, c'est pas une grosse saisie. Disons que c'est moyen. À partir de 100 kilos, là oui, c'est une bonne prise. Une saisie importante d'héroïne en France, c'est à peu près 1 kilo. On va voir si cette poudre est un narcotique qui provient de l'opium. Je prélève un échantillon de chaque tas, ensuite j'y ajoute ce produit. La coloration montre que c'est bien un alcaloïde d'opium, mais on ne sait pas encore si c'est de l'héroïne ou de la morphine. Première conclusion, cette héroïne a été fabriquée en Turquie. C'est la composition de la drogue qui va renseigner sur sa provenance. Nous envoyons le rapport d'expertise au bureau des narcotiques. Là, ils analysent l'aspect, la forme de l'emballage. Puis, tous ces indices arrivent à la direction de la contrebande à Ankara, où ils sont comparés à nos photos d'archives. Et c'est à partir de là que l'on peut déterminer la provenance, l'origine de la drogue.
Les champs illégaux de pavots se trouvent essentiellement en Afghanistan. Une fois récolté, l'opium emprunte la route de la soie, qui depuis des siècles sert au transport des matières précieuses. Une voie passe par le nord, l'autre par le sud. Istanbul est une ville de transit. C'est là que la drogue est le plus souvent redistribuée vers les pays européens. La Turquie est un chemin de passage presque obligatoire entre les producteurs et les consommateurs. Cam açarsın, elini şöyle bir şey yaparsın. Anlıyor musun? Hadi dikkatli ol, konuştuğun her şeyi duyulacak ona göre. C'est justement pour démanteler ces filières que les policiers d'Istanbul utilisent des informateurs. Ce jour-là, c'est un indique en service qui se fait passer pour un acheteur. Il est au volant de la voiture, nous lui avons installé une petite caméra et un micro. Les trafiquants viennent tout juste d'entrer dans le véhicule. La poursuite commence. Les policiers prennent la voiture en filature. Ils ne savent pas encore où et quand va se passer la transaction. Il leur faut un flagrant délit. Eroinde bulunur mu sizde? Zamanı geldi. Olur mu? Buluruz. Kokain de alırız. Bu işi bitirelim de abi. Ondan sonra. Kazasız belasız. Au bout d'une heure, la voiture se gare. Les dealers en sortent et reviennent avec la marchandise sur eux. L'indicateur paye 3000 marks, c'est-à-dire 9000 francs. Il a en main le kilo de hashish. À l'extérieur, la police guette le signal. Les feux de détresse s'allument. C'est fait. Cela veut dire que la transaction est terminée. Et les deux dealers sont aussitôt arrêtés. Des semaines de surveillance, le concours de 5 policiers, d'un indicateur qui risque sa vie s'il est découvert, le tout pour saisir 1 kilo de drogue. L'équation est dérisoire. Presque tous les jours, de petites filières sont ainsi démantelées, de bien petites victoires et de bien maigres saisies face à l'immensité du trafic. C'est du hashish afghan compressé. Maintenant, nous allons poursuivre l'opération pour trouver le reste de la marchandise et démanteler le réseau. Mais comment seuls ces petits réseaux de revendeurs pourraient-ils assurer la totalité du trafic? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à Ankara pour rencontrer le responsable de la lutte contre les stupéfiants et la criminalité. C'est lui le premier qui lie drogue et terrorisme. La motivation principale, c'est l'argent, le profit. Le trafic de drogue, c'est la façon la plus simple pour gagner de l'argent. Dans notre pays, certaines organisations terroristes qui ont été très actives dans le passé ont fait du trafic de stupéfiants pour financer leurs combattants et leurs activités illégales. Ils sont moins puissants que les chefs de la mafia, les babas comme on les appelle ici, qui eux gèrent la majorité du trafic. Mais les terroristes sont présents et assurent une partie de ce commerce entre pays producteurs et pays consommateurs. L'organisation terroriste dont il parle, sans jamais la nommer, c'est le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, en guerre avec le pouvoir turc depuis 20 ans. Le sud-est du pays, près de la frontière avec l'Irak, est toujours une zone de combat, un chaos qui facilite l'acheminement de la drogue. Lors de son procès en mai dernier, le leader kurde Abdallah Öcalan reconnaît que des membres de son organisation ont pu occasionnellement prélever une dîme sur les convois d'opium. Selon l'Observatoire géopolitique des drogues, le PKK serait aujourd'hui responsable de 20 à 30% du trafic. L'argent de l'héroïne sert à acheter des armes. En fait, les policiers turcs ont affaire à des organisations criminelles qui acheminent la drogue et la transforment. Voilà à quoi ressemble un démantèlement de laboratoires clandestins. C'est une opération commando. L'année dernière, la police en a découvert 8 sur son territoire, dont 6 dans les faubourgs d'Istanbul.
Cette ferme cache en réalité une petite usine de fabrication d'héroïne. Les policiers y découvrent des armes, ainsi que des bouteilles d'acide anhydrique acétique. Un composant venu d'Occident et qui est indispensable pour transformer la morphine base en héroïne. Chaque saisie est ensuite exposée devant la presse. Là encore, c'est une petite victoire. La police l'exploite avec fierté. Les résultats augmentent. La Turquie a mis les moyens, 300 millions de francs par an, pour lutter contre la drogue. Ces camions aussi sont bourrés de sacs de pavot, la plante dont on extrait l'opium. Mais cette fois, le transport est tout à fait légal. Ils attendent de pouvoir décharger leurs marchandises dans cette usine qui appartient à l'État. Nous sommes au centre de la Turquie, près de la ville d'Afyon. Afyon, qui veut dire opium. Les paysans l'appellent l'or noir et le cultivent depuis près de 3000 ans. En 1974 viennent les premières réglementations. Les Nations Unies fixent le seuil de cette production destinée à l'industrie pharmaceutique. L'année dernière, cette usine a récolté et transformé plus de 27 000 tonnes de fleurs de pavot séchées. Ce bulbe de pavot, une fois broyé et réduit en poudre, est mélangé à de l'acide anhydrique acétique. La réaction chimique donne de la morphine. L'usine en produit environ 10 tonnes par an. C'est le directeur qui tient à nous accompagner et à nous montrer lui-même le produit fini. Un produit gardé sous haute surveillance. Qu'est-ce que c'est? C'est de la morphine brute, de la morphine base. Qu'est-ce que vous allez en faire? Maintenant, ça va partir au dépôt pour être emballé et vendu. Pour l'instant, c'est de la morphine base. L'industrie pharmaceutique l'achète comme ça et la transforme ensuite en médicament. Est-ce que ça représente beaucoup d'argent? Oui, c'est beaucoup d'argent. Sur le marché légal, ça ne vaut peut-être pas grand-chose, mais sur le marché illégal, ces 30 kilos valent des milliards. 4 000 francs le kilo sur le marché légal, près de 20 fois plus en contrebande. C'est dire la tentation que peut représenter cette poudre brune. Ces paysans qui cultivent le pavot ne participent pas au trafic. Ils subissent des contrôles au moins 2 fois par an. Pour approcher les trafiquants, il faut quitter la campagne et retourner à Istanbul, dans le milieu des affaires et de la politique. On y croise ce qu'on appelle les narcotrafiquants. C'est justement un homme d'affaires qui accepte de nous recevoir. Sa famille est kurde. Ses 2 neveux ont été assassinés en juin 1998 et l'un d'eux a été abattu ici, en bas de son immeuble. Il nous ouvre les portes de son appartement dont il n'est pas sorti depuis 16 mois par peur de se faire tuer lui aussi. Il se présente comme une victime. Que faisait votre neveu? C'était un homme d'affaires. Sa famille est retraitée en Allemagne. Ils font de l'aluminium depuis très longtemps. Hors caméra, il nous explique que ses neveux avaient touché à l'héroïne mais qu'ils s'étaient reconvertis. La presse, elle ne s'embarrasse pas, elle les désigne comme des trafiquants. Ces meurtres ressemblent à des règlements de compte entre mafieux. Mais parmi les 10 personnes arrêtées, 7 sont des policiers qui ont tué pour s'approprier le réseau de drogue. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui a tué 2 membres de votre famille? Oui, ce sont des gens qui ont des liens avec la police. Ce sont des bandes mafieuses, mais commanditées par la police. Since when? Depuis quand savez-vous qu'il y a des liens entre la police et la mafia? Ce lien existe depuis très longtemps. Et il continue d'exister aujourd'hui. Personne ne peut imaginer que ça peut s'arrêter un jour. Les mafieux collaborent avec l'État, ils commettent des crimes et personne ne leur demande des comptes. Il y a toujours de la mafia en Turquie?
Bien sûr, il y a de la mafia en Turquie, elle collabore avec l'État. On ne peut pas travailler tout seul. Les liens entre la mafia de la drogue et la politique vont éclater sur cette route à la sortie de la ville de Susurluk, au sud-ouest d'Istanbul. Le 3 novembre 1996, une Mercedes blindée percute de plein fouet un camion. Le bilan est lourd. 3 morts et l'un des plus grands scandales qu'ait connu la Turquie. De la carcasse de la voiture, on extrait 3 corps. Abdullah Chatli, un mafieux recherché pour trafic de drogue. Le numéro 2 de la police d'Istanbul et une chanteuse. Seul rescapé, un député. Dans le coffre, de l'héroïne, des armes, des faux passeports et des fausses cartes de police. Trois ans après, le maire de la ville de Susurluk nous emmène sur la fameuse route de l'accident pour nous expliquer ce qu'a représenté ce drame pour le pays et ce qui a changé depuis. Non, ça ne m'a pas étonné en fait. Ça aurait dû m'étonner, mais non, malheureusement. Ça fait des années. Ce n'est pas un hasard, les rumeurs existaient depuis longtemps, mais il a fallu qu'il y ait un accident pour que ça éclate. Et depuis 3 ans, cette affaire n'est pas résolue malgré les énormes développements qu'elle a connus. Et cela aussi, c'est révélateur. Et pour cause, Abdullah Chatli, mort dans l'accident, était un trafiquant de drogue recherché depuis 18 ans par Interpol. Mais il était aussi l'ancien chef de l'extrême droite, les Loups Gris. Il reçoit pourtant les honneurs, le drapeau turc enveloppe son cercueil, il a droit à des funérailles fastueuses et au vibrant hommage du Premier ministre de l'époque, Tansu Çiller. Her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Ce scandale réveille la société turque. Toutes ces petites flammes témoignent du dégoût et de la colère qu'inspire cette collusion entre politiques et trafiquants. Pendant des semaines, des milliers de foyers allument et éteignent leurs lampes pour exiger que toute la lumière soit faite sur le scandale de Susurluk. C'est au Parlement que nous retrouvons l'un des hommes clés de cette affaire, Mehmet Ağar, ancien ministre de l'Intérieur. Il a dû démissionner après le scandale. Dans l'enceinte de l'Assemblée, il porte le pistolet à la ceinture et se déplace avec 6 gardes du corps. L'accident de Susurluk a démontré qu'il y avait des liens organiques entre l'État turc et la mafia turque. Non, ce n'est pas vrai. Tout cela a été très exagéré par la presse. Un des membres du gouvernement, qui a succédé au nôtre, a bien eu, lui, des contacts avec un membre de la mafia. Mais il n'y a aucun lien entre cette affaire et nous. Vous dites que vous n'êtes pas impliqué dans l'affaire de Susurluk, pourtant vous avez été condamné par la Cour de sûreté de l'État à une peine de prison que vous n'effectuez pas puisque vous bénéficiez de l'immunité parlementaire. Non, non, vous êtes mal renseigné. Tout cela est faux. La Cour de sûreté a voulu ouvrir une enquête, mais le parquet a trouvé cela anticonstitutionnel et il n'a pas autorisé les poursuites. Et il a même conclu que ça devait être jugé par d'autres instances. Pourtant, c'est la signature de Mehmet Ağar que l'on a retrouvée sur les faux papiers du mafieux Abdullah Chatli. Il est donc poursuivi, puis auditionné par la commission d'enquête aux côtés du seul survivant de l'accident, Sedat Bouçak. Il faudra 2 ans pour lever son immunité parlementaire. La Cour de sûreté de l'État d'Istanbul requiert une peine de 19 ans de prison pour Mehmet Ağar. En avril dernier, il est réélu dans son fief et retrouve son siège de député. Je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi. Je me présente devant vous sans aucun problème
Je garde la tête haute. Le peuple m'a choisi. Plusieurs personnes sont déjà en prison pour l'affaire de Susurluk. La justice continue son travail, la police aussi. Dans les bureaux d'Interpol à Ankara, on fiche et on recherche délinquants, criminels et trafiquants. C'est avec fierté qu'on nous fait visiter ces locaux tout récemment équipés d'une nouvelle gamme d'ordinateurs. On travaille ici pour recueillir, centraliser puis échanger des informations avec 177 pays. C'est une banque de données qui semble ne pas être tout à fait à jour. Pensez-vous qu'il y a des hommes politiques turcs qui ont été des trafiquants de drogue? Autrefois, quelques politiciens ont été fichés. Et aujourd'hui au Parlement turc? Nous n'avons aucune preuve à ce sujet. Donc, Interpol n'est pas au courant. Il faut dire qu'Interpol ici, cela représente 120 policiers turcs qui servent l'État turc. C'est justement un ancien serviteur de l'État qui a retrouvé aujourd'hui sa liberté de parole qui va nous éclairer. Il a été lui aussi ministre de l'Intérieur, un poste d'observation idéal pour qui veut s'enquérir des liens entre drogue, politique et terrorisme. Pendant la période où j'étais en fonction au ministère de l'Intérieur, j'ai eu connaissance de dossiers de personnes qui étaient impliquées dans le terrorisme et qui étaient aussi poursuivies pour meurtre. Eh bien, une partie importante de ces gens-là siège aujourd'hui au Parlement turc. Tous les chemins semblent donc mener au Parlement turc. Nous avons rencontré l'un de ses députés au passé trouble. Cet homme était un ami intime d'Abdullah Chatli, le mafieux mort à Susurluk. Tous deux étaient membres de l'extrême droite, les loups gris, dont notre député affiche avec fierté le sigle. Dans les années 80, il est accusé d'assassinat politique. Aujourd'hui, il porte un habit tout neuf de député. Vous êtes régulièrement attaqué par la presse sur votre passé. On vous reproche d'avoir assassiné des journalistes, d'avoir fait du trafic de drogue. Aujourd'hui, que répondez-vous à cela? De toute ma vie, je n'ai jamais fait un seul jour de prison, ni passé une seule journée aux mains de la police. Si ces prétendus écrits étaient exacts, j'aurais au moins eu affaire à eux. Comme ça n'a pas été le cas, ces journalistes agissent en dehors des règles. Ils prennent position. Pour noircir notre mouvement nationaliste, ils avancent des propos que je réfute catégoriquement. Donc pour vous, toutes ces accusations sont fausses? Tout est mensonge et calomnie. C'est la faute d'une certaine presse, vous savez. Une presse qui veut semer la pagaille en Turquie. Le scandale de Susurluk a révélé les liens entre la drogue, la mafia et l'État. Depuis, d'autres affaires sont venues confirmer que ces réseaux criminels étaient aussi utilisés pour des assassinats politiques. Cette histoire se passe à Ankara et se déroule en plein jour. Akin Birdal se remet lentement de ses blessures. En mai 98, il échappe à un attentat. Ses agresseurs lui tirent 6 balles à bout portant. Il présidait alors l'association turque des droits de l'homme. Arrêtés, ces tueurs ont reconnu être en mission et obéir aux ordres d'un sergent de gendarmerie. Akin Birdal réclamait depuis longtemps une solution pacifique au problème du Kurdistan. C'était suffisant pour en faire une cible à abattre. J'ai encore des broches dans la jambe. J'ai été touché par balle. Là, 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 et 2 dans l'épaule. Mes agresseurs ont été arrêtés. Dans leur déposition, ils se sont présentés comme des membres du commando de vengeance turc. Nous défendons les droits de l'homme, la paix et en même temps le droit de vivre ensemble, libres et égaux.
La dérive mafieuse de l'État a déjà fait tomber un gouvernement et les scandales s'accumulent. Aujourd'hui, Sedat Bouchak, seul rescapé de l'accident de Susurluk, est protégé par son immunité parlementaire, tout comme Mehmet Ağar, ancien ministre de l'Intérieur. Tansu Çiller, Premier ministre de l'époque, siège toujours au Parlement. Ismail Hakkı Serraoğlu aussi, ce qui lui était reproché est aujourd'hui prescrit. Quant à Akin Birdal, si la loi d'amnistie actuellement en préparation est votée, ses agresseurs pourraient être libérés de prison. En revanche, lui risque d'y retourner pour délit d'opinion. Une fois par mois, le président de la République, Süleyman Demirel, se rend à une réunion du Conseil de sécurité nationale où siègent les généraux turcs. L'armée est une force politique incontournable dans le pays. C'est elle qui est la garante de l'intégrité de la nation. C'est elle aussi qui est censée la défendre contre les périls intérieurs. Une mission définie par le fondateur de l'État, Atatürk, dont ses soldats gardent nuit et jour le mausolée à Ankara. La situation a été jugée suffisamment grave pour qu'en janvier 1997, l'armée décide d'intervenir dans le débat public. Un document secret de son état-major, largement relayé par la presse, révèle qu'à la liste des menaces intérieures, comme le PKK et les islamistes, il faut désormais ajouter la mafia des loups gris. Une mafia qui a pénétré le cœur de l'État.